Pourquoi, au cœur d'un désert qui semble n'avoir jamais connu que la mort, trouve-t-on les vestiges du plus ancien observatoire astronomique du monde, plus vieux que Stonehenge de 1000 ans? Et comment une civilisation entière a-t-elle pu s'évanouir lorsque des savanes verdoyantes se sont changées en un océan de sable presque du jour au lendemain? L'histoire que nous pensons connaître, celle des pyramides et des pharaons, n'est que le dernier chapitre d'un livre dont les premières pages ont été arrachées par le temps et ensevelies sous des dunes de la taille de montagne. C'est une histoire qui ne commence pas avec de l'or et des dieux, mais avec de l'eau, du sang et des étoiles. Il y a environ 10 000 ans, le Sahara n'était pas un désert. C'était un jardin. Un immense territoire de lacs scintillants, de rivières sinueuses et de prairies infinies où paissaient des troupeaux d'aurochs, de gazelles et d'éléphants. Des communautés de chasseurs et de bergers y prospéraient, vivant dans une abondance que nous peinons à imaginer. Mais ce paradis était fragile, gouverné par un tyran imprévisible, la mousson africaine. Chaque année, la survie dépendait du retour des pluies. Et lorsque les pluies ont commencé à faiblir, la peur est née. C'est de cette peur qu'est née la première science. Dans un lieu que nous appelons aujourd'hui Nabta Playa, au sud de l'Égypte actuelle, un peuple a décidé de ne plus subir le chaos. Ils ont observé le ciel, non avec la crainte des dieux, mais avec la précision des ingénieurs. Ils ont compris que les mouvements du soleil et des étoiles n'étaient pas aléatoires. Ils étaient une horloge, un calendrier cosmique qui pouvait prédire l'arrivée des pluies salvatrices. Ils ont alors transporté d'énormes blocs de pierre pesant plusieurs tonnes sur des kilomètres pour construire un cercle. Un cercle de pierres alignées avec une précision stupéfiante sur le solstice d'été et sur la course de certaines constellations. Ce n'était pas un temple, c'était un instrument de survie, une machine de pierre pour déchiffrer le langage du ciel et anticiper la volonté de la nature. Ils ne priaient pas les étoiles, ils les interrogeaient. Car une prière peut rester sans réponse. Mais un calcul, lui, est une promesse de vérité. Pendant des siècles, cet ordre cosmique a fonctionné. Les prêtres astronomes de Nabta Playa lisaient l'avenir dans le ciel, et la société s'organisait autour de leurs prédictions. Ils ont creusé des puits profonds, bâti des villages, et même pratiqué des rituels complexes, comme en témoignent les tumulus sous lesquels reposent des taureaux entiers, sacrifiés dans l'espoir d'apaiser les forces qui gouvernaient leur monde. Ils étaient au sommet de leur art, une société complexe née de la nécessité de contrôler son environnement. Mais leur science leur a aussi révélé une terrible vérité. Le cycle des pluies s'affaiblissait de manière irréversible. Le grand jardin du Sahara était condamné. Que ressentiriez-vous en sachant avec une certitude mathématique que votre monde est sur le point de mourir, que chaque grain de sable qui s'accumule est un clou dans le cercueil de votre civilisation? La tension a dû devenir insoutenable. Les ressources s'amenuisant, les conflits entre les clans pour le contrôle des derniers points d'eau et des pâturages se sont intensifiés. Les sacrifices rituels sont devenus plus fréquents, plus désespérés. Les cercles de pierre, autrefois outils de prédiction, sont peut-être devenus des lieux de supplication impuissante. Les archéologues découvrent des traces de cette époque troublée. Des campements abandonnés à la hâte, des outils laissés sur place, comme si leurs propriétaires avaient fui devant une menace invisible mais imminente. La plus grande bataille de ce peuple n'était pas contre ses voisins, mais contre la planète elle-même, une planète qui reprenait ses droits avec une indifférence glaciale. Ils bâtissaient des cités de pierre pendant que leurs dieux ourdissaient des complots de sable, et nul ne savait ce qui serait le plus durable. Puis, il y a environ 5000 ans avant notre ère, la catastrophe finale s'est produite. La mousson africaine s'est déplacée vers le sud, presque instantanément à l'échelle géologique. Les pluies ont cessé, pas pour une saison mais pour toujours. Les lacs se sont évaporés, laissant derrière eux des croûtes de sel craquelées. Les rivières se sont taries. L'herbe a jauni, s'est desséchée et s'est transformée en poussière. Le vent a commencé à sculpter les dunes. Le Sahara vert est mort et le désert que nous connaissons est né. Pour les habitants de Nabta Playa et des centaines d'autres colonies, ce fut la fin du monde. Ils n'ont pas été vaincus par une armée, mais effacés par la climatologie. Leur société, leurs connaissances, leur nom, tout a été balayé par le souffle aride du désert. Face à l'extinction, ils n'avaient qu'un seul choix, fuir. Un exode massif a eu lieu,
l'une des plus grandes migrations de l'histoire humaine, mais silencieuse et oubliée. Des milliers de personnes emportant avec elles leurs maigres possessions et leurs connaissances durement acquises ont abandonné leurs terres ancestrales. Certains sont partis vers l'ouest, d'autres vers le sud. Mais le plus grand groupe s'est dirigé vers l'est, attiré par une promesse de vie, une ligne verte et fertile qui serpentait à travers le paysage désolé. Une rivière, la seule qui avait survécu à la grande sécheresse. Le Nil, ils ne le savaient pas encore, mais en fuyant leur monde mourant, ils allaient se jeter les graines d'un monde nouveau et bien plus puissant. Ils emportaient avec eux, non pas de l'or, mais une idée bien plus précieuse, l'idée que l'ordre peut naître du chaos, que l'homme peut dompter le destin non par la force, mais par la connaissance. Une idée qui allait bientôt donner naissance au pharaon. Face à l'apocalypse, qu'auriez-vous choisi, vous battre jusqu'au dernier point d'eau contre vos voisins ou mener votre peuple vers l'inconnu dans un exode désespéré ? Laissez votre choix dans les commentaires, la guerre pour ce qui reste ou l'exode pour ce qui pourrait être. La vallée du Nil n'était pas une terre vide. Elle était déjà peuplée de communautés de pêcheurs et d'agriculteurs vivant au rythme lent des crues annuelles. L'arrivée des réfugiés du Sahara fut un choc. Ces nouveaux venus n'étaient pas des barbares hagards. C'étaient les héritiers d'une culture complexe. Ils apportaient avec eux des compétences en élevage, une organisation sociale sophistiquée et, surtout, cette idée révolutionnaire du pouvoir centralisé, forgée dans la nécessité de gérer des ressources rares. Ils savaient que pour survivre, il fallait planifier, organiser, et qu'un chef était nécessaire pour imposer une volonté commune. Le long du fleuve, la compétition pour les meilleures terres a commencé, une lutte acharnée qui allait durer des siècles. Le Nil était une bénédiction, mais une bénédiction étroite, une bande de vie coincée entre deux déserts mortels. Chaque parcelle de terre fertile était un trésor qui valait la peine de tuer. C'est dans la région la plus au sud, en Nubie, que la première étincelle d'un véritable royaume a jailli. Loin en amont des futurs grands centres égyptiens, un groupe de chefs a réussi à unifier plusieurs villages sous une seule autorité. Ils ont créé le royaume de Tasséti, la terre de l'arc, ainsi nommé en l'honneur de l'arme redoutable de ces guerriers. C'est ici, et non à Tinis ou à Memphis, que les archéologues ont découvert les plus anciennes tombes royales de toute la vallée du Nil sur le site de Qustul. Des tombes datant d'au moins 2 siècles avant le premier pharaon officiellement reconnu, Narmer. Dans ces sépultures, on a trouvé des objets d'un luxe inouï, des poteries importées de Canaan, des bijoux en or, des masses d'armes en pierre polie, symboles d'un pouvoir absolu. Mais la découverte la plus stupéfiante fut un encensoir en pierre, gravé d'une scène montrant un roi assis sur un trône, portant une couronne très particulière, la couronne blanche. Le même symbole de la royauté de Haute-Égypte que les pharaons porteront pendant 3000 ans. Le premier roi à porter la couronne des pharaons n'était donc pas égyptien, il était nubien. Ce royaume de Tasséti n'était pas un simple regroupement de tribus. C'était une puissance organisée contrôlant les routes commerciales vitales qui relièrent le cœur de l'Afrique à la Méditerranée. L'or, l'ivoire, l'ébène, l'encens, toutes ces richesses transitaient par leur territoire. Les chefs de Tasséti prélevaient leur part, s'enrichissant et consolidant leur pouvoir. Ils ont établi des contacts diplomatiques et commerciaux avec les principautés du Nord en Haute-Égypte, comme Néken et Tinis. Mais ces contacts n'étaient pas toujours amicaux. La richesse engendre la convoitise et le pouvoir ne tolère aucun rival. La compétition pour le contrôle du Nil s'est rapidement transformée en une guerre froide, ponctuée d'escarmouches et de raids. Les rois de Tasséti étaient les premiers, les plus riches, mais leurs voisins du nord étaient le plus nombreux et tout aussi ambitieux. La lutte pour la suprématie s'est jouée sur plusieurs fronts. C'était une guerre économique pour le contrôle des routes des caravanes. C'était une guerre idéologique, chaque chef prétendant être le favori des dieux, le seul capable d'assurer la prospérité du pays. Et c'était bien sûr une guerre militaire. Les armées de l'époque n'étaient pas des légions disciplinées, mais des bandes de guerriers armés de lances, de masses d'armes et d'arcs. Les batailles étaient des mêlées brutales et sanglantes. Les rois de Néken, adorateurs du dieu Faucon Horus, se sont révélés être des adversaires particulièrement redoutables.
Ils ont lentement mais sûrement commencé à repousser l'influence nubienne vers le sud. Chaque victoire, chaque ville conquise, renforçait leur prestige et leur pouvoir. La première course à l'unification de la vallée du Nil était lancée, et Tasseti, le pionnier, était en train de la perdre. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les rois égyptiens qui ont finalement unifié le pays ont tout fait pour effacer la mémoire de leurs rivaux nubiens. Ils se sont appropriés leurs symboles, comme la couronne blanche, et ont présenté l'unification comme une conquête du sud barbare par le nord civilisé. La réalité était bien plus complexe. Tasseti n'était pas barbare. C'était le premier État de la vallée du Nil, le prototype sur lequel l'Égypte pharaonique s'est construite. Son effondrement n'a pas été une disparition, mais une absorption. Ses élites ont été soit éliminées, soit intégrées à la nouvelle classe dirigeante égyptienne. Son peuple est devenu la première province du nouvel empire, mais son héritage n'a pas été entièrement effacé. Il a survécu, dormant sous le sable, attendant que les pelles des archéologues révèlent la vérité sur les véritables origines du pouvoir pharaonique. La défaite de Tasseti a marqué la fin du premier acte, mais pas de la pièce. Le pouvoir égyptien s'est consolidé au nord, mais le cœur de la Nubie, le foyer originel de la royauté, est resté une terre indomptée, une source constante d'inquiétude pour les pharaons. Ils savaient que de la même terre qui avait donné naissance à leurs premiers et plus grands rivaux, une nouvelle menace pouvait émerger à tout moment. Ils ont donc construit une série de forteresses massives à leur frontière sud, des murs de briques crus hauts de plusieurs mètres, pour surveiller et contenir les tribus nubiennes. C'était une reconnaissance tacite de la puissance qui sommeillait au sud. Ils avaient déjà gagné la première bataille pour le Nil, mais ils savaient que la guerre n'était pas terminée. Sur les ruines encore fumantes du royaume de Tasseti, une nouvelle civilisation plus puissante et plus redoutable encore était déjà en train de germer. Sur les cendres de Tasseti, une nouvelle puissance a grandi, nourrie par un désir de vengeance et une ambition sans limite. Le royaume de Kerma, situé bien plus au sud, au-delà de la troisième cataracte du Nil, Kerma était à l'abri des raids égyptiens directs, ce qui lui a permis de se développer dans une relative sécurité. Pendant des siècles, alors que l'Égypte construisait ses premières pyramides, Kerma consolidait son pouvoir, unifiant les tribus nubiennes et créant un État centralisé d'une richesse et d'une puissance militaire qui allait bientôt stupéfier le monde. Leur capitale, également nommée Kerma, n'était pas un simple village fortifié. C'était une véritable métropole, la première grande cité urbaine de l'Afrique subsaharienne. Au centre de la ville se dressait un bâtiment unique au monde, la Defoufa occidentale. Une structure massive en briques crues, haute comme un immeuble de 6 étages qui n'était ni une tombe ni un palais, mais un temple, un monument à la puissance de leur dieu et de leur roi. La richesse de Kerma ne reposait pas seulement sur le contrôle des routes commerciales traditionnelles. Les rois de Kerma ont développé une industrie qui a fait leur renommée, la métallurgie du bronze. Leurs artisans étaient passés maîtres dans l'art de fabriquer des armes d'une qualité exceptionnelle. Les poignards de Kerma, avec leurs pommeaux en ivoire et leurs lames finement travaillées, étaient des objets de luxe et de terreur, exportés jusqu'en Crète et au Levant. Mais leur véritable force résidait dans leurs archers. Les Nubiens étaient réputés depuis des millénaires comme les meilleurs archers du monde antique. Avec des arcs puissants et des pointes de flèches en bronze, les armées de Kerma étaient une force mortelle, capable de défaire des armées bien plus nombreuses. Ils étaient les guerriers de bronze, et leur réputation semait la peur le long du Nil. Pendant la période du Moyen Empire égyptien, les relations entre l'Égypte et Kerma étaient tendues, un mélange de commerce profitable et de méfiance profonde. Les pharaons avaient au besoin des produits de luxe que Kerma contrôlait. L'or, l'ivoire, les peaux de léopard. Mais ils voyaient avec une angoisse croissante la montée en puissance de cet empire à leur frontière sud. Ils ont renforcé la chaîne de forteresses construite par leurs prédécesseurs, créant une véritable ligne Maginot de l'Antiquité conçue pour repousser une invasion nubienne. Ces forteresses, comme celle de Bouenne, étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie militaire avec des douves, des remparts crénelés et des postes de tir pour les archers.
C'était le signe évident que l'Égypte ne considérait plus Kerma comme un partenaire commercial, mais comme une menace existentielle. La course aux armements de l'âge du bronze avait commencé. Le point de rupture est survenu lorsque l'Égypte a sombré dans le chaos. Vers 1700 avant notre ère, des envahisseurs venus d'Asie, les Hyksos, ont conquis le nord de l'Égypte, plongeant le pays dans une guerre civile. Pour les rois de Kerma, c'était l'occasion rêvée. Ils ont conclu une alliance stratégique avec les Hyksos, prenant l'Égypte en tenaille. Une lettre découverte par les archéologues, envoyée par un roi Hyksos au roi de Kerma, propose explicitement de se partager l'Égypte. C'est un document extraordinaire, un aperçu rare de la géopolitique de l'âge du bronze. L'armée de Kerma a déferlé vers le nord, balayant les défenses égyptiennes. Ils ont pris et pillé les forteresses frontalières, conquis toute la Basse-Nubie et même envahi une partie de la Haute-Égypte. Pour la première fois, un pharaon noir régnait sur une partie de la terre des pharaons. L'apogée de Kerma fut spectaculaire, mais bref, les princes égyptiens de Thèbes, coincés entre les Hyksos au nord et les Nubiens au sud, ont mené une lutte désespérée pour la survie qui a finalement tourné à leur avantage. Ils ont réussi à expulser les Hyksos, puis ont tourné toute leur fureur vers le sud. La guerre qui s'ensuivit fut d'une brutalité inouïe. Les pharaons du Nouvel Empire, des généraux aguerris comme Thoutmosis Ier, n'avaient qu'un seul objectif, anéantir Kerma, raser sa capitale et s'assurer qu'aucune menace ne pourrait plus jamais émerger de Nubie. Les inscriptions égyptiennes décrivent la campagne avec une fierté sanguinaire, parlant de rivières de sang et de montagnes de cadavres. La capitale de Kerma fut incendiée, sa population massacrée ou réduite en esclavage. La Grande Défufa, autrefois symbole de la puissance nubienne, est devenue une ruine fumante. La destruction de Kerma fut totale. L'Égypte a annexé la Nubie, la transformant en une colonie exploitée pour ses richesses. Ils ont construit des temples à leurs propres dieux sur les ruines des sanctuaires nubiens, dans une tentative d'effacer non seulement une civilisation, mais aussi sa mémoire et sa foi. Pendant près de 500 ans, la Nubie a été sous le joug égyptien. Mais l'esprit de Kerma n'était pas mort, il était seulement endormi. L'héritage de ses rois guerriers, de ses artisans et de ses archers d'élite a survécu dans les traditions locales, attendant le jour où la Nubie se relèverait. L'empire des guerriers de bronze avait été vaincu, mais son histoire a prouvé au monde que l'Égypte n'était pas la seule grande puissance sur le Nil. Et loin à l'ouest, au-delà des horizons connus des Égyptiens et des Nubiens, d'autres peuples bâtissaient des mondes entièrement différents, des mondes de pierre au cœur d'un désert grandissant. Alors que les empires du Nil s'affrontaient dans un fracas de bronze et de cris de guerre, un silence de pierre régnait à des milliers de kilomètres à l'ouest. Au cœur de ce qui est aujourd'hui la Mauritanie, dans la région de Tichit-Walata, une civilisation entièrement différente a émergé, sans contact avec le monde méditerranéen. Pendant plus de 1000 ans, un peuple connu sous le nom de Soninké a construit un réseau de plus de 500 établissements en pierre. Ce n'étaient pas des campements temporaires, mais de véritables villes, avec des rues, des places publiques, des enceintes pour le bétail et des murs de protection massifs, le tout construit en pierre sèche, sans mortier, avec une habileté déconcertante. C'est la plus ancienne civilisation urbaine d'Afrique de l'Ouest et l'une des plus mystérieuses de la planète. Leur monde n'était pas celui d'une vallée fluviale fertile, mais celui du Sahel, une région semi-aride en bordure du Sahara. Leur richesse ne venait pas de l'agriculture intensive, mais de l'élevage et du contrôle d'une ressource encore plus précieuse que l'or dans cette partie du monde, le sel. Ils contrôlaient les routes commerciales transsahariennes naissantes, échangeant le sel du désert contre le grain et d'autres produits des régions plus humides du sud. Leurs villes de pierre étaient ceux des forteresses, des entrepôts et des carrefours commerciaux, des îles de stabilité dans un environnement de plus en plus hostile. Que ressentiriez-vous en vous tenant sur les ruines d'une ville qui n'a pas été rayée de la surface de la terre par la guerre, mais par l'avancée inexorable du désert? La vie à Tichit-Walata était une lutte constante. Leur principal ennemi n'était pas une armée rivale, mais le climat. La même catastrophe climatique qui avait détruit Nabda Playa et poussé ses habitants vers le Nil continuait son œuvre destructrice, rongeant lentement les terres du Sahel.
Chaque génération voyait les pâturages se réduire, les puits s'assécher, le sable gagner du terrain. La construction de ces villes de pierres massives peut être vue comme un acte de défi, une tentative désespérée de s'ancrer dans une terre qui mourait sous leurs pieds. Les murs n'étaient pas seulement destinés à protéger des pillards, mais aussi à arrêter l'avancée des dunes, à protéger les précieux troupeaux du vent et de la sécheresse. Chaque pierre posée était une prière pour la survie. Pourtant, malgré ces conditions difficiles, cette civilisation a prospéré pendant plus d'un millénaire, de 2000 à environ 300 avant notre ère. Ils ont développé une société complexe, avec une hiérarchie sociale visible dans l'architecture des villes, certaines maisons étant bien plus grandes et mieux protégées que d'autres. Ils avaient une connaissance approfondie de leur environnement, sachant où trouver de l'eau et comment gérer leurs troupeaux pour survivre aux longues saisons sèches. Mais leur monde était isolé, une bulle de civilisation dans un océan de sable. Ils n'avaient pas de voisins puissants avec qui commercer ou se battre, à part les tribus nomades du désert. Leur drame était solitaire, une confrontation silencieuse entre l'homme et la nature. Puis, vers 300 avant notre ère, tout s'est arrêté. Les villes ont été abandonnées, pas détruites, pas incendiées, simplement désertées. Les archéologues ne trouvent aucune trace de guerre ou d'invasion. La fin de la civilisation de Tichit-Hualata est l'un des plus grands mystères de l'archéologie africaine. Qu'est-ce qui a pu pousser un peuple entier à abandonner des centaines de villes construites au prix de siècles d'efforts? La réponse la plus probable est, une fois de plus, le climat. Une sécheresse particulièrement sévère et prolongée a peut-être porté le coup de grâce, rendant la vie dans la région tout simplement impossible. Les pâturages ont disparu, les puits se sont taris définitivement. La société s'est effondrée non sous le poids d'une armée, mais sous le poids du silence d'un ciel sans nuages. L'héritage de Tichit-Hualata est subtil mais profond. Les survivants n'ont pas disparu. Ils ont migré plus au sud, vers des terres plus clémentes, emportant avec eux leur organisation sociale, leurs compétences commerciales et leur tradition de bâtisseurs. De nombreux historiens pensent qu'ils sont les ancêtres directs du grand empire du Ghana qui émergera dans la même région plusieurs siècles plus tard. Les villes de pierre oubliées du désert n'étaient donc pas une fin mais une fondation. Elles étaient le creuset où s'est forgée la culture qui allait donner naissance aux grands empires médiévaux d'Afrique de l'Ouest. Leur histoire est un rappel brutal que la plus grande richesse n'est pas l'or ou le pouvoir militaire, mais une goutte d'eau, et que même les murs de pierre les plus solides ne peuvent rien contre un ennemi que l'on ne peut ni voir ni combattre, le changement. Face à un effondrement écologique inévitable, que feriez-vous? Rester et vous adapter jusqu'à la dernière extrémité ou abandonner votre héritage pour chercher une nouvelle terre? Partagez votre décision, l'adaptation jusqu'à la mort ou la migration pour la vie. Alors que les bâtisseurs de Tichit-Hualata luttaient contre l'avancée du sable, les pharaons du nouvel empire égyptien, au sommet de leur puissance, étaient obsédés par une quête bien différente. Ils ne cherchaient que pas l'eau, mais les trésors des dieux. Leur regard était tourné vers le sud-est, vers une terre légendaire et insaisissable, une terre de mythes et de richesses inouïes, le pays de Punt. Pour les Égyptiens, Punt n'était pas un simple partenaire commercial. C'était la terre du dieu, la source des produits les plus sacrés, en particulier la myrrhe et l'encens, des résines aromatiques indispensables aux rituels religieux. Obtenir ces résines n'était pas une question de luxe, mais de survie spirituelle. Sans elles, les temples resteraient silencieux et les dieux mécontents. La quête de Punt était donc une priorité nationale, un impératif géopolitique et religieux. Le problème était que personne en Égypte ne savait exactement où se trouvait Punt. Les indications étaient vagues. Une terre lointaine, accessible par la mer Rouge. Sa localisation exacte fait encore débat aujourd'hui parmi les historiens, mais la plupart s'accordent à la situer sur les côtes de l'actuelle Érythrée, de la Somalie ou du Soudan. Pour atteindre cette terre promise, les Égyptiens devaient monter des expéditions d'une complexité et d'un coût extraordinaires, comparables à nos missions spatiales modernes. Les navires devaient être construits sur le Nil, puis démontés, transportés à dos d'homme à travers des centaines de kilomètres de désert jusqu'à la côte de la mer Rouge, puis réassemblés.
C'était un exploit logistique monumental témoignant de la détermination et des ressources de l'État pharaonique. Le voyage lui-même était périlleux. La mer Rouge est connue pour ses récifs dangereux et ses tempêtes soudaines. De plus, les eaux n'étaient pas sûres. Des pirates et des tribus côtières hostiles pouvaient attaquer les précieuses expéditions à tout moment. Chaque voyage vers Punt était une aventure à haut risque, où la fortune et la mort se côtoyaient. Les récits de ces expéditions, comme celle célèbre commandée par la reine Hatshepsut et immortalisée sur les murs de son temple à Deir el-Bahari, sont de véritables épopées. Ils décrivent les navires chargés de marchandises égyptiennes, des outils, des armes, des bijoux partant vers l'inconnu. Ils racontent la rencontre avec les habitants de Punt, décrits comme un peuple à la peau sombre, vivant dans des huttes sur pilotis, au milieu de palmiers et d'animaux exotiques. Les négociations avec les chefs de Punt devaient être un exercice de diplomatie délicat. Paon n'était probablement pas un royaume unifié, mais un réseau de petits ports et de chefferies contrôlant le commerce de l'intérieur de l'Afrique. Les Égyptiens échangeaient leurs produits manufacturés contre les trésors de Punt, des montagnes de résine d'encens, de l'ébène, de l'ivoire, de l'or, des peaux de léopard et même des animaux vivants comme des babouins et des girafes qui fascinaient la cour égyptienne. Le point culminant de l'expédition d'Hatshepsut fut le transport d'arbres à myrrhe vivants avec leurs racines pour être replantés dans les jardins des temples égyptiens. C'était un triomphe symbolique et pratique. L'Égypte ne se contentait plus d'importer les produits sacrés. Elle tentait de s'approprier la source même de la sainteté. La quête de Punt révèle un aspect crucial de l'économie et de la politique du monde antique. L'importance stratégique des produits de luxe. Ces biens n'étaient pas de simple frivolité. Ils étaient des symboles de pouvoir, des instruments de diplomatie et des nécessités religieuses. Le contrôle des routes commerciales qui les acheminaient était aussi vital que le contrôle des gisements de pétrole aujourd'hui. La relation entre l'Égypte et Punt était une symbiose complexe. L'Égypte avait besoin des produits de Punt pour maintenir son ordre cosmique, et les chefs de Punt s'enrichissaient et renforçaient leur pouvoir local grâce au commerce avec la plus grande superpuissance de l'époque. C'était une première forme de mondialisation, un réseau d'échanges qui reliait la Méditerranée au cœur de l'Afrique. Pourtant, malgré des siècles de contacts, Punt est resté un mystère pour les Égyptiens, une terre à la lisière du monde connu et du mythe. Après le Nouvel Empire, les expéditions se sont raréfiées et Punt a lentement disparu des archives, redevenant une légende. Son héritage, cependant, est immense. Il a stimulé l'exploration maritime, développé les techniques de construction navale et créé des liens durables entre les civilisations de la mer Rouge et de la vallée du Nil. Et tandis que les marins égyptiens bravaient les dangers des mers du sud pour de l'encens, loin à l'ouest, dans les forêts denses de ce qui est aujourd'hui le Nigeria, un autre peuple était sur le point de faire une découverte qui allait changer le continent d'une manière bien plus brutale et profonde. Ils n'ont pas trouvé un trésor, ils en ont forgé un nouveau métal sombre et puissant, né du feu et de la terre. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sur le plateau de Jos au Nigeria, une culture énigmatique a fleuri, laissant derrière elle certains des artefacts les plus fascinants et les plus beaux du continent. Nous l'appelons la culture Nok, du nom du village où les premières sculptures ont été découvertes. Entre 1500 avant notre ère et l'an 500 de notre ère, ce peuple a créé une tradition artistique d'une sophistication stupéfiante. Ils ont sculpté dans la terre cuite des têtes humaines et des figures animales d'une expressivité et d'un réalisme saisissant. Ces sculptures, avec leurs yeux en amande, leurs coiffures élaborées et leurs expressions énigmatiques, sont les plus anciennes preuves d'art figuratif à grande échelle en Afrique subsaharienne. Mais la plus grande révolution des Nok n'était pas artistique, elle était technologique. Les Nok ont été l'un des premiers peuples d'Afrique de l'Ouest et peut-être du monde à maîtriser la technologie de la fonte du fer, et ce, de manière totalement indépendante. Alors que dans le reste du monde, l'âge du fer a succédé à un âge du bronze, les Nok semblent avoir sauté cette étape.
passant directement de l'outillage de pierre à l'outillage de fer. C'était un saut quantique. Le fer était infiniment supérieur à la pierre. Les haches en fer permettaient de défricher la forêt dense bien plus efficacement, ouvrant de nouvelles terres à l'agriculture. Les houes en fer permettaient de travailler des sols plus durs, augmentant les rendements agricoles. Cette révolution agricole a entraîné une explosion démographique, la naissance de villages plus grands et d'une société plus complexe. Mais le véritable pouvoir du fer résidait dans la guerre. Une lance ou une épée en fer pouvait briser n'importe quelle arme en bois ou en pierre. Les peuples qui possédaient le secret de la forge du fer disposaient d'un avantage militaire écrasant sur leurs voisins. La technologie du fer n'était pas seulement un outil, c'était une arme de domination. Les forgerons Nock n'étaient pas de simples artisans. Ils étaient les gardiens d'un pouvoir immense, leur métier entouré de secrets et de rituels magiques. Leurs fourneaux, capables d'atteindre des températures de plus de 1200 degrés Celsius, étaient les réacteurs nucléaires de l'âge du fer, transformant la terre rouge en un métal qui pouvait donner la vie ou la mort. La diffusion de cette technologie a été une onde de choc qui a parcouru l'Afrique de l'Ouest et centrale. Elle n'a pas été pacifique. La connaissance de la métallurgie du fer s'est propagée par la migration, le commerce, mais aussi et surtout par la conquête. Des groupes armés de fer ont subjugué leurs voisins, créant de nouvelles chefferies et de nouveaux royaumes. C'est probablement à cette époque que les peuples de langue bantoue ont commencé leur grande expansion, partant de leur foyer originel à la frontière du Nigeria et du Cameroun pour se répandre sur la moitié sud du continent, emportant avec eux leur langue, leur agriculture et leur technologie du fer. La révolution Nock n'a pas seulement changé le Nigeria, elle a redessiné la carte démographique et politique de toute l'Afrique. Pourtant, la culture Nock elle-même a mystérieusement disparu vers l'an 500 de notre ère. Comme pour Tichit ou Alata, les raisons de son déclin sont incertaines. Il n'y a aucune preuve d'invasion ou de destruction. Le changement climatique, l'épuisement des ressources, comme le bois nécessaire pour alimenter les fourneaux, ou des épidémies pourraient être en cause. Ou peut-être que la société Nock s'est simplement transformée, se fragmentant en de nouvelles cultures qui ont hérité de sa technologie, mais ont abandonné son style artistique unique. Les magnifiques têtes en terre cuite sont les témoins silencieux d'un peuple qui a déclenché une révolution, mais qui n'a pas survécu pour en voir toutes les conséquences. Ils ont donné le feu au reste du continent, mais ce feu a fini par les consumer. L'héritage des Nock est partout en Afrique, même s'il est invisible. Le fer a permis la naissance de grands empires comme ceux du Ghana, du Mali, du Songhai, mais aussi des royaumes d'Ifé et du Bénin célèbres pour leur propre art du bronze, une technologie paradoxalement maîtrisée bien après celle du fer. L'histoire des Nock est une parabole sur la nature de la technologie. Une découverte peut être une bénédiction, apportant la prospérité et la sécurité. Mais elle peut aussi être une malédiction, libérant des forces de destruction et de changement social que personne ne peut contrôler. Le fer a permis de nourrir plus de gens, mais il a aussi permis d'en tuer plus, et plus efficacement. C'est le dilemme éternel du progrès, un dilemme qui a commencé il y a plus de 2000 ans dans les forges secrètes du plateau de Jose. Et ce même dilemme se jouait, à la même époque, à l'autre bout du continent, dans les montagnes escarpées de l'Éthiopie, où une autre ressource stratégique attisait les flammes de la guerre et de l'ambition. Tandis que le fer remodelait l'Afrique de l'Ouest, un autre produit, bien plus subtil mais tout aussi puissant, dictait le destin des empires à l'Est, l'encens. Sur les hauts plateaux de l'actuelle Éthiopie et de l'Érythrée, une civilisation puissante a émergé vers le 8e siècle avant notre ère. Le royaume de Dehemte, sa puissance et sa richesse ne reposaient pas sur le métal, mais sur sa position stratégique. Dehemte contrôlait les terres où poussaient les arbres à encens et à myrrhe et se trouvait au carrefour des routes commerciales reliant l'intérieur de l'Afrique, la vallée du Nil et, de l'autre côté de la mer Rouge, la péninsule arabique. Dehemte était la porte d'entrée de l'Afrique et ses rois prélevaient un péage sur chaque caravane et chaque navire. La civilisation de Dehemte était un fascinant mélange d'influences africaines et sud-arabiques. Ses plus proches partenaires commerciaux
et parfois ses plus grands rivaux, étaient les royaumes de l'autre côté de la mer, en particulier le riche royaume de Saba au Yémen. Des colons sabéens ont traversé la mer Rouge et se sont installés sur les hauts plateaux éthiopiens, apportant avec eux leur écriture, leur architecture et leurs dieux. Le temple principal de Yéa, la capitale de DMT, est un chef-d'œuvre d'ingénierie construit avec des blocs de pierre parfaitement ajustés, sans mortier, dans un style typiquement sabéen. Le principal dieu vénéré était le dieu de la lune, Al-Maka, une divinité d'origine arabe. DMT était un creuset culturel, une société cosmopolite où les idées et les peuples se mélangeaient aussi librement que les marchandises. La clé de la prospérité de DMT, outre le commerce, était une agriculture sophistiquée. Les hauts plateaux éthiopiens sont fertiles, mais leur terrain est accidenté et les pluies saisonnières. Pour surmonter ces défis, les ingénieurs de DMT ont construit un système d'irrigation complexe, avec des barrages, des réservoirs et des canaux qui leur permettaient de stocker l'eau et d'irriguer leurs champs toute l'année. Cette maîtrise de l'eau leur a permis de soutenir une population dense et de dégager des surplus agricoles pour le commerce. C'était une civilisation construite sur une double fondation: le contrôle de l'eau pour la subsistance et le contrôle de la route de l'encens pour la richesse. La lutte pour le contrôle de cette route était féroce. DMT devait constamment se battre contre les tribus nomades du désert qui attaquaient les caravanes et rivaliser avec d'autres cités-États qui tentaient de détourner une partie du trafic. La relation avec Saba était particulièrement ambiguë. Parfois alliés, parfois ennemis, les deux royaumes se livraient une guerre économique sans merci pour la domination du commerce de la mer Rouge. C'était un jeu d'échecs géopolitique complexe, fait d'alliances changeantes, de guerres par procuration et d'espionnage commercial. Le contrôle de l'encens, le pétrole du monde antique, était un enjeu qui justifiait tous les risques et toutes les trahisons. Vers le IVe siècle avant notre ère, le royaume de DMT a commencé à décliner. Les raisons exactes sont floues. Peut-être que la concurrence des royaumes arabes est devenue trop forte. Peut-être que des dissensions internes ont fracturé le royaume en plusieurs petites chefferies. Ou peut-être que des changements dans les routes commerciales mondiales ont marginalisé sa position. Quoi qu'il en soit, la grande civilisation de DMT s'est effondrée, laissant derrière elle des temples impressionnants et un héritage culturel qui allait façonner l'avenir de la région. Car, comme pour Tasseti et Tishit-Oualata, la fin de DMT n'était pas une disparition, mais une transformation. Sur ces ruines, une nouvelle puissance, encore plus grande, allait émerger quelques siècles plus tard, le royaume d'Aksum. Les Aksumites ont hérité de la technologie d'irrigation, de l'écriture et des réseaux commerciaux de DMT. Ils ont poussé cette tradition à son apogée, créant un empire qui s'étendait des deux côtés de la mer Rouge et qui allait devenir l'une des 4 grandes puissances du monde antique, aux côtés de Rome, de la Perse et de la Chine. L'histoire de DMT est celle d'une fondation, la preuve que les grands empires ne naissent pas de rien, mais se construisent sur les réalisations et les échecs de ceux qui les ont précédés. Seriez-vous prêt à sacrifier votre identité culturelle pour garantir la prospérité économique de votre peuple par une alliance avec une puissance étrangère? Faites votre choix dans les commentaires, l'isolement pour préserver la culture ou l'alliance pour assurer la richesse. Au moment où le royaume de DMT déclinait et où Rome commençait son ascension irrésistible, le Sahara, devenu un désert presque sans vie, abritait l'une des civilisations les plus ingénieuses et les plus improbables de l'histoire. Au cœur de l'actuelle Libye, dans une région si aride qu'elle semble incapable de supporter la moindre vie, le peuple des Garamantes a bâti un empire. Leur existence même était un défi aux lois de la nature. Leur secret ne résidait pas dans le contrôle d'une rivière ou d'une route commerciale, mais dans la maîtrise d'une ressource invisible et précieuse, l'eau fossile, piégée dans d'immenses aquifères souterrains depuis l'époque où le Sahara était vert. Pour extraire cette eau, les Garamantes ont accompli un exploit d'ingénierie qui force l'admiration. Ils ont creusé un réseau de milliers de kilomètres de tunnels souterrains, appelés Foggara. Ces tunnels en pente douce captaient l'eau de l'aquifère et la transportaient par gravité sur des dizaines de kilomètres jusqu'à des oasis qu'ils avaient créées au milieu du désert. C'était un travail titanesque et extrêmement dangereux,
creusés à la main dans la roche et le sable. Grâce à ce système, les Garamantes ont transformé un coin de l'enfer en paradis. Ils ont cultivé le blé, l'orge, les dattes et le raisin, soutenant une population de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans leur capitale, Garama, et dans une centaine d'autres villages fortifiés. Ils avaient vaincu le désert. Mais les Garamantes n'étaient pas seulement des agriculteurs ingénieux, c'étaient aussi des guerriers redoutables et les maîtres incontestés du Sahara. Leur arme secrète était le char de guerre tiré par 4 chevaux, une technologie qu'ils avaient probablement héritée des contacts avec l'Égypte et les peuples de la mer. Sur ces plateformes de combat rapides et mobiles, ils menaient des raids éclairs à travers le désert. Leur cible étaient les villes côtières prospères de l'Empire romain en Afrique du Nord. Ils surgissaient du désert comme des fantômes, pillaient les fermes et les villes, capturaient des esclaves pour les faire travailler dans leurs champs et leurs tunnels, puis disparaissaient dans les sables avant que les légions romaines ne puissent réagir. Ils étaient de le cauchemar de Rome, une épine insaisissable dans son flanc sud. Rome a tenté à plusieurs reprises de soumettre les Garamantes. Des expéditions punitives ont été envoyées dans le désert, mais elles se sont heurtées à un ennemi qui connaissait chaque dune, chaque source cachée. Les Garamantes pratiquaient une guérilla parfaite, harcelant les colonnes romaines, coupant leurs lignes d'approvisionnement en eau et les laissant mourir de soif sous un soleil de plomb. En l'an 20, avant notre ère, le proconsul romain Lucius Cornelius Balbus a réussi à mener une expédition jusqu'à Garama et à la saccager, un exploit qu'il a célébré par un triomphe à Rome. Mais ce fut une victoire sans lendemain. Dès que les légions sont reparties, les Garamantes ont reconstruit leur capitale et repris leur raid. Ils étaient invincibles sur leur propre terrain. L'empire des Garamantes a prospéré pendant près de 1000 ans, une anomalie brillante au cœur du plus grand désert du monde. Ils étaient les intermédiaires du commerce transsaharien, transportant l'or, l'ivoire et les esclaves du sud vers la Méditerranée et les produits manufacturés romains vers le sud. Mais leur civilisation reposait sur une base fragile. Leur ressource la plus vitale, l'eau fossile, n'était pas renouvelable. Chaque litre d'eau qu'ils utilisaient était un litre qui ne serait jamais remplacé. Ils le savaient probablement, mais ils n'avaient pas le choix. Ils vivaient sur du temps emprunté, buvant littéralement leur héritage. L'effondrement fut lent, inexorable et tragique. Au fil des siècles, le niveau de l'aquifère a baissé. Les Foggara ont commencé à s'assécher les uns après les autres. Les oasis se sont réduites. Les récoltes ont diminué. La société garamante a commencé à se désintégrer sous la pression de la soif. Les conflits internes pour le contrôle des dernières sources d'eau ont dû être terribles. Vers le 7e siècle de notre ère, l'empire des sables s'est finalement éteint. Les survivants ont abandonné leur ville et se sont dispersés, absorbés par d'autres peuples du désert. Leur histoire est un avertissement puissant, une parabole sur les dangers de la surexploitation des ressources. Ils ont accompli l'impossible, mais ils ont fini par être vaincus par la loi la plus fondamentale de la nature. On ne peut pas prendre indéfiniment sans jamais rien donner en retour. Leur lutte désespérée pour l'eau faisait écho à des conflits bien plus anciens, des luttes menées des millénaires auparavant, non pas pour l'eau, mais pour une pierre noire et tranchante comme un rasoir. Remontons encore plus loin dans le temps, à une époque si reculée qu'elle précède les rois, les empires et même l'agriculture. Dans la vallée du Grand Rift, en Afrique de l'Est, le berceau de l'humanité, la ressource la plus précieuse, n'était ni l'or ni l'eau, mais une roche, l'obsidienne. Ce verre volcanique naturel, formé par le refroidissement rapide de la lave, était le matériau le plus tranchant que l'homme préhistorique ait jamais connu. Un éclat d'obsidienne a un fil qui peut être plus fin qu'une lame de scalpel en acier. Pour des peuples qui dépendaient de la chasse et de la découpe de la viande, l'obsidienne n'était pas un luxe, c'était l'outil de survie par excellence. Et le contrôle de ces gisements était la source du premier pouvoir économique de l'histoire. Les gisements d'obsidienne de haute qualité sont rares, situés uniquement dans des zones d'activité volcanique. Dans la vallée du Rift, plusieurs volcans fournissaient cette matière première essentielle. Des groupes humains ont rapidement compris la valeur de ces carrières préhistoriques et en ont pris le contrôle. Ils sont devenus les premiers magnats de l'industrie.
les rois de l'obsidienne. Ils ne régnaient pas sur des peuples ou des territoires, mais sur une ressource. Leur pouvoir reposait sur leur capacité à extraire la roche, à la travailler pour en faire des lames, des pointes de lance et des grattoirs, et à la distribuer. C'est ainsi qu'est né le premier commerce international. Des analyses chimiques permettent aujourd'hui de tracer l'origine de chaque artefact en obsidienne. Les archéologues ont découvert que des outils fabriqués à partir de l'obsidienne d'un volcan spécifique au Kenya ont été transportés sur des centaines, voire des milliers de kilomètres à travers toute l'Afrique de l'Est. C'était un réseau commercial d'une ampleur stupéfiante pour l'âge de pierre, reliant des groupes de chasseurs-cueilleurs qui ne se sont peut-être jamais rencontrés directement. L'obsidienne voyageait de main en main, échangée contre d'autres biens, des peaux, de l'ocre pour les peintures corporelles, des coquillages venus de la côte. Ce commerce n'était probablement pas toujours pacifique. Le contrôle des carrières d'obsidienne devait être âprement disputé. Des raids et des guerres tribales ont dû avoir lieu pour s'emparer de ces sites stratégiques. Les caravanes préhistoriques transportant la précieuse marchandise devaient être protégées des pillards. L'économie, dès sa naissance, était intimement liée à la violence. Les groupes qui contrôlaient l'obsidienne n'étaient pas seulement plus riches, ils étaient aussi mieux armés. Ils pouvaient fabriquer des armes plus efficaces pour la chasse et pour la guerre. Le pouvoir économique et le pouvoir militaire allaient déjà de pair. Ce réseau d'échange d'obsidienne a eu des conséquences profondes sur le développement social de l'humanité. Il a créé des interdépendances entre des groupes très éloignés, favorisant la diffusion non seulement des biens, mais aussi des idées, des technologies et des gènes. Il a également été à l'origine de l'inégalité sociale. Au sein des communautés, les individus qui organisaient l'extraction et le commerce de l'obsidienne ont probablement acquis un statut et une richesse supérieure. Les premières élites sont peut-être nées de la poussière noire des ateliers de taille de l'obsidienne. C'était l'aube du capitalisme dans sa forme la plus brute et la plus primale. L'histoire des rois de l'obsidienne est fondamentale car elle nous montre que les moteurs de l'histoire humaine, la compétition pour les ressources, l'innovation technologique, le commerce et la guerre sont bien plus anciens que les civilisations que nous étudions habituellement. Ils étaient déjà à l'œuvre il y a des dizaines de milliers d'années dans les savanes de la vallée du Rift. Les empires de pierre et de bronze qui ont suivi n'ont fait que perfectionner et amplifier ces dynamiques primitives. Ils ont remplacé l'obsidienne par le bronze, puis par le fer, l'or, le sel, l'encens, mais le principe est resté le même. Celui qui contrôle la ressource la plus précieuse contrôle le monde. Ces réseaux invisibles, ces conflits oubliés et ces migrations ancestrales ont tissé la toile de fond sur laquelle toutes les civilisations ultérieures, de Kerma à l'Égypte, allaient jouer leur destin. Pourquoi avons-nous oublié ces mondes? Pourquoi l'histoire, telle qu'on nous l'enseigne, semble-t-elle sauter directement des chasseurs-cueilleurs aux pyramides, laissant un vide de plusieurs millénaires peuplé de fantômes? La première raison est le sable. Le désert du Sahara, le plus grand du monde, est aussi le plus grand musée et le plus grand cimetière de la planète. Il a englouti des villes, des royaumes et des peuples entiers, préservant leurs vestiges sous un linceul de silence, mais les rendant aussi presque inaccessibles. Ce n'est qu'avec l'avènement de l'archéologie par satellite et des technologies modernes que nous commençons à peine à lever un coin du voile, découvrant des centaines de sites qui redessinent la carte de notre passé. Le sable qui a tué ces civilisations est aussi celui qui a gardé leurs secrets. La deuxième raison est la nature même de ces civilisations. Beaucoup d'entre elles, comme celle de Nok ou de Tichit-Walata, n'avaient pas d'écriture. Leur histoire n'était pas gravée dans la pierre, mais transmise oralement, de génération en génération. Lorsque ces cultures se sont effondrées ou ont été absorbées, leur mémoire s'est effacée avec elles. L'histoire, comme nous le savons, est écrite par les vainqueurs et souvent par ceux qui savent écrire. L'Égypte, avec ses hiéroglyphes et son obsession de la postérité, a projeté une ombre si immense qu'elle a éclipsé tous ses voisins, les reléguant au rang de barbares ou de vassaux dans ses propres récits. Nous avons lu l'histoire du Nil à travers les yeux des pharaons, ignorant pendant des siècles qu'il existait d'autres perspectives, d'autres puissances, d'autres histoires. Pourtant, l'héritage de ces empires oubliés n'a jamais vraiment disparu. Il continue de vivre en nous, dans notre sang et dans nos cultures.
Les études génétiques modernes confirment les récits que l'archéologie esquisse. Elle retrace les grandes migrations, comme l'exode des peuples du Sahara vers le Nil ou l'expansion bantoue propulsée par la technologie du fer. Elle montre que le sang nubien coulait bien dans les veines de certains pharaons et que les populations de la Corne de l'Afrique portent encore les traces des échanges millénaires avec la péninsule arabique. Le passé n'est pas mort, il est inscrit dans notre ADN. Les technologies et les idées ont également survécu. La connaissance astronomique de Nabta Playa a peut-être jeté les bases du calendrier égyptien. Les symboles de la royauté de Tasseti sont devenus ceux des pharaons. L'organisation urbaine de Kerma a influencé les royaumes qui lui ont succédé en Nubie. L'art du fer d'Enoch a changé le visage de la guerre et de l'agriculture sur tout un continent. L'héritage des civilisations n'est pas seulement fait de pierres et de poteries, il est fait de connaissances qui se transmettent, se transforment et s'adaptent, créant une chaîne ininterrompue qui nous relie aux premiers bergers qui ont osé interroger les étoiles. Aujourd'hui, une course contre la montre est engagée. Les archéologues, les climatologues et les historiens s'efforcent de reconstituer ce puzzle gigantesque avant qu'il ne soit trop tard. Les vestiges de ces mondes anciens sont menacés. Le changement climatique qui les a créés est aussi en train de les détruire. L'érosion éolienne et les pluies rares mais torrentielles endommageant des sites fragiles. Les guerres modernes, l'instabilité politique et le pillage archéologique font des ravages. Chaque site détruit, chaque artefact volé est une page de notre histoire commune qui est arrachée pour toujours. Nous sommes peut-être la dernière génération à pouvoir sauver et comprendre ces chapitres perdus de l'aventure humaine. L'histoire de ces premiers empires d'Afrique n'est pas une simple curiosité académique, c'est un miroir. Elle nous montre des sociétés qui ont atteint des sommets de créativité et d'ingéniosité, mais qui ont été anéanties par des forces qu'elles ne pouvaient pas contrôler ou qu'elles ont elles-mêmes déclenchées. Le changement climatique, l'épuisement des ressources, la guerre. Leur grandeur et leur chute nous rappellent la fragilité de notre propre civilisation. Nous qui creusons des tunnels non plus pour l'eau, mais pour le pétrole. Nous qui nous battons pour des ressources de plus en plus rares. Nous qui regardons le climat changer avec une anxiété croissante. Nous ne sommes pas si différents des Garamantes ou des habitants de Nabta Playa. L'histoire n'est pas une ligne droite qui mène au progrès. C'est un cycle. Et la question la plus importante est de savoir si nous saurons apprendre des cycles passés. Les archéologues reconstituent de bribe par bribe la mémoire de mondes détruits par le climat et les guerres pour les ressources afin de nous avertir. Mais les écoutons-nous? Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui représente la plus grande menace pour notre avenir? Les éléments implacables que nous ne pouvons pas contrôler ou la cupidité humaine que nous ne voulons pas contrôler? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car de ce choix dépend s'il restera de nous, ne serait-ce que des ruines.